Notre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, à 8h13, est la vice-présidente de Reconquête. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marion Maréchal. Des scènes de liesse aux quatre coins du pays. La France est en finale de la Coupe du Monde et les Bleus désormais au seuil de la légende. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin ? Moi j'ai regardé le match hier soir, j'avais regardé le précédent, je suis pas une fan de foot, mais quand même quand il y a la Coupe du Monde, je regarde au moins les derniers matchs, donc j'étais contente bien sûr que la France gagne et en parallèle un peu soulagée quand même que le Maroc perde, puisque je pense que ça a limité une partie des problèmes que nous avons pu avoir hier soir, notamment à l'issue du match. Nous allons en parler. Emmanuel Macron était présent hier au Qatar pour suivre le match, il est allé dans les vestiaires pour saluer les joueurs, présent en demi-finale, évidemment en finale, et oublier toutes les polémiques sur le boycott éventuel du Qatar. C'est derrière nous tout cela ? Disons que selon moi cette polémique aurait dû avoir lieu au moment où l'attribution a été faite au Qatar, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, dans des conditions d'ailleurs pour le moins douteuses, de ce qu'on a pu comprendre notamment du rôle du gouvernement de la France à l'époque. C'est vrai que maintenant que l'attribution a été faite, moi je ne suis pas pour politiser le sport de manière générale. Alors je pense qu'il peut y avoir une expression publique des politiques, pourquoi pas. En revanche je suis pour laisser les sportifs totalement en dehors de cela. Maintenant c'est vrai que sur la question des droits humains, quand on voit ce qui se passe en ce moment au Parlement européen et manifestement les affaires de corruption liées au Qatar de la part d'une partie de la classe politique européenne notamment, on comprend mieux parfois les ambivalences sur le sujet. Et ce qui me surprend d'ailleurs sur le Qatar, je me permets de creuser un peu là-dessus, c'est qu'on parle beaucoup, et à juste titre d'ailleurs, des problèmes liés à l'homophobie et aux droits des homosexuels, on parle et des questions climatiques, on parle beaucoup moins en revanche du droit des femmes, j'en ai quasiment pas entendu parler depuis le début de cette Coupe du Monde, et on ne parle quasiment pas non plus de l'influence, j'ai envie de dire, sur les réseaux islamistes dans le monde par du fait du Qatar, en particulier dans les banlieues françaises. Et c'est vrai que c'est dommage que les sujets d'indignation soient à géométrie variable. Vous pensez ? Parfois, sous le vocable peut-être trop général de droits humains, on englobe aussi évidemment les droits des femmes et tout cela. On constate en tout cas que certains sont plus à la mode que d'autres, semble-t-il. Voilà, c'est tout. Vous parlez des sportifs, on va rester aussi sur ce point, Marion Maréchal. Hier, c'était aussi la victoire d'une équipe diverse, hétérogène. Diriez-vous que cette équipe de France, elle ressemble à la France, à l'image du pays aujourd'hui, de votre point de vue ? C'est le cas ? C'est vrai que moi sur la question du sport, je rentre assez peu dans les considérations politiques une fois de plus, parce que je pense que c'est pas l'objet. Ce qui est sûr, c'est que le visage de cette équipe, et on le voit bien d'ailleurs, et des visages issus de l'immigration qui sont surreprésentée dans cette équipe indéniablement, donc je ne suis pas sûre qu'elle soit tout à fait représentative des équilibres entre Français d'origine française et Français d'origine immigrée, mais on va dire que c'est pas le sujet principal selon moi. Ce qui m'importe et ce qui m'a longtemps dérangé dans cette équipe, pas celle-ci en l'occurrence, mais par le passé, c'est qu'il y ait pu y avoir des comportements parfois anti-français, des comportements parfois ambivalents, des attitudes pour le moins déplorables lorsque l'hymne national par exemple était chanté. Pour moi là c'était le vrai sujet politique. Ce que je constate aujourd'hui sur cette équipe, c'est qu'on n'a pas ce genre de problématique, il y a plutôt un bon état d'esprit, donc c'est pour moi le plus important. Est-ce qu'il peut infuser cet état d'esprit ? Est-ce qu'il peut y avoir un effet mondial sur la société française ? Ou est-ce que vous n'y croyez pas ? Un effet unité, même s'il ne dure qu'un temps, pour penser un peu les fractures françaises ? Je ne sais pas, parce qu'on a entendu, si vous voulez, ce discours, moi j'étais jeune à l'époque, mais au moment de la Coupe du Monde de 98, où c'était l'équipe Black Blanc Beurre, et tout allait être réglé, les problèmes d'immigration, peut-être pas, mais enfin, les problèmes d'immigration finalement allait être totalement balayée par cet exemple de diversité, et on voit bien que ça a quand même ses limites, même si l'idée est jolie, mais malheureusement on voit bien que ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui une élite sportive issue de l'immigration que ça dissimule ou ça limite toutes les autres problématiques. Souvent une élite qui vient aussi de quartiers populaires. Les élites, il y a des pseudo-élites parfois qui s'autoproclament élites dans le monde politique, mais il y a des élites sportives, il y a des élites dans le monde de l'artisanat, dans des élites qui peuvent être dans différentes pans de la société, bien sûr. Donc là, on a une élite sportive indéniablement, mais cette élite sportive, même si une partie est issue de l'immigration, ne doit pas dissimuler le fait qu'il y a des problématiques plus générales dans la société posées par l'immigration, et on le voit à travers le comportement d'un certain nombre de supporters marocains, par exemple. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus, derrière cette idée et derrière cette équipe de France, dissimuler les autres problèmes. Il y a eu des tensions hier, des débordements. Certains vont les considérer comme mineurs, sporadiques, mais
mais il y en a eu dans certaines villes, notamment à Paris, sur les Champs-Élysées. Le bilan est de 167 interpellations en région parisienne, 145 à Paris. Mais est-ce que vous estimez quand même que le dispositif de sécurité qui était conséquent a été efficace et qu'on a évité quand même des images que personne ne veut voir? Alors déjà, on a probablement limité la casse pour une raison simple, c'est que le Maroc a perdu. Donc de fait, le déferlement de supporters marocains dans les rues a été relativement limité. C'est principalement des supporters français qu'on a vus sur les Champs-Élysées, d'une part. D'autre part, Gérald Darmanin a mis un dispositif absolument inédit à Paris, ce qui d'ailleurs est assez cocasse, puisque lui qui explique qu'il y aurait des relents racistes derrière les craintes liées aux émeutes de supporters marocains, lui-même manifestement un a priori raciste, puisque à l'occasion de ce match France-Maroc a mis spécifiququement un dispositif particulier qu'il ne met pas. Il ne l'aurait pas fait ce matin. Il ne l'a pas fait pour les autres matchs, et je doute qu'il mette le même dispositif pour le France-Argentine. Voilà, donc ça dit quand même quelque chose de l'appréhension manifestement qu'avait le gouvernement lié à ce match en particulier, d'une part. D'autre part, il y a une seconde chose, c'est qu'il y a Paris, certes, mais Paris n'est pas la France, ou pas seulement la France, et il y a eu en revanche de très très nombreux départements dans de grandes villes ou des villes moyennes. D'ailleurs, je pense à Nice, je pense à Lyon, je pense à Lens, je pense à Annecy, je pense à Grenoble, enfin je ne vais pas vous faire toute la litanie, des choses qu'on a tendance aujourd'hui à évacuer d'un revers de main, mais qui sont quand même indéniablement d'une grande, d'une certaine gravité. Mais certaines gravités, les mots ont leur importance, parce que certains aussi avaient alerté, même les services de renseignement, sans parler de guérilla urbaine, mais là nous en sommes loin. Quand vous voyez ces images, comment les décrivez-vous sans les minimiser? Il y a plus ou moins d'intensité, mais on va de la casse à l'agression, à l'émeute, à Montpellier, à de la guérilla urbaine, à des règlements de compte entre supporters. J'ai vu parfois même des supporters français directement visés par des tirs de mortier, des agressions de policiers. J'ai même vu à Créteil qu'il y avait un tribunal qui avait été également attaqué. C'est des scènes malheureusement aujourd'hui en France auxquelles nous sommes habitués, ce qui est quand même absolument habitué. Il y a une forme de résignation terrible. En tout cas, il y a une forme d'habitude. Je vois bien qu'aujourd'hui tout le monde avait anticipé que ça se passerait comme ça, et c'est révélateur d'une certaine manière, parce que ce qui est intéressant à travers ce match, si vous voulez, c'est la grille de lecture qui en a été faite en France, mais aussi dans le monde arabe en général. Je vais vous en parler, parce qu'on peut comprendre qu'il y a une forme de... D'abord, on peut saluer l'équipe du Maroc, ça reste quand même un parcours et un exploit inédit. C'est vrai. Et l'équipe de France a eu du mal un peu en deuxième partie, ça c'est vrai. S'il décroche la 3e place face à la Croatie, quand même, il y aura évidemment... ça restera dans l'histoire. Il y a eu une ferveur, il est vrai, autour de cette équipe, et certains y ont vu une résurgence d'une forme de panarabisme. Est-ce que c'est une fierté qui vous semble naturelle ? Ou alors, comme certains l'ont dit, une volonté de revanche sur l'Occident? En fait, si vous voulez, c'est toujours pareil. Certains ont une grille de lecture politique, pas tous, mais pour ceux qui ont une grille de lecture politique dans le monde arabe, il y a eu en effet cette idée d'une équipe qui incarnerait l'ensemble du monde musulman et du continent africain. Ça a d'ailleurs été dit par un des joueurs de l'équipe du Maroc, disant voilà, nous sommes la fierté de l'ensemble du monde musulman. Je vous laisse imaginer si par exemple l'équipe d'Espagne avait dit nous sommes l'équipe de la chrétienté et de l'Europe. Je pense que ça aurait été quand même assez mal vécu. Ce qui est problématique, ce n'est pas la fierté. Fierté, évidemment, elle a créé la surprise et c'est heureux que les gens aient pu être fiers de cela. Ce qui est gênant, c'est l'état d'esprit revanchard et anti-européen, voire anti-occidentaliste, qui a pu être manié à cette occasion par un certain nombre de journalistes dans le monde arabe, par un certain nombre de responsables politiques dans le monde arabe, par un certain nombre de supporters. Il suffit de regarder l'état d'esprit sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'égard du match, par exemple, face à l'Espagne, où on a vu une espèce de revanche sur la Reconquista espagnole, où on a vu un appel à la revanche de Poitiers dans le Vous avez vu tout cela? Le match France-Maroc. Je l'ai constaté. Mais Maria, que des nations arabes s'identifient au Maroc, est-ce que c'est forcément contre l'Occident et peut-être même contre la chrétienté, selon vous? C'est la grille de lecture qu'on a vue pour une partie en effet du monde arabe. C'est pas la mienne, en ce sens que je déplore et je combats même cette lecture tiers-mondiste qui voudrait un Occident culpabilisé, qui aurait donc des comptes à rendre à l'Afrique et en particulier au Maghreb. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que je vois des plaies qui sont réactivées à cette occasion. Je rebondis sur une déclaration très intéressante que j'ai vue de l'ancien ambassadeur et ancien responsable de la DGSE, Pierre Brochant, qui explique, et d'ailleurs il fait un peu un parallèle avec ces matchs, qu'il y a aujourd'hui 3 grandes tragédies, 3 grandes blessures finalement qui sont extrêmement dangereuses pour la paix civile et qu'on voit se manifester à l'occasion de ces matchs. C'est-à-dire 1, la discorde religieuse qu'on pensait enterrée depuis 1905, 2, la discorde coloniale qu'on pensait enterrée depuis 1962, et 3, la discorde racialiste qu'on pensait enterrée depuis 1945 avec le wokisme. Mais je vais aller plus loin. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'il y ait un sentiment de fierté arabe, voire musulman, ou qu'il n'y ait pas son pendant occidental?
Non, ce qui me choque, si vous voulez, c'est quand je vois par exemple des joueurs de l'équipe du Maroc qui partagent des visuels guerriers avec des sabres et des corps sur l'épaule, par exemple. Photo sur Instagram. Voilà, exactement, d'un des joueurs espagnols. Quand je vois ce genre de dimension politique, oui, ça m'inquiète et ça me dérange. Mais une fois de plus, ça n'est pas la fierté. Et d'ailleurs, ça va au-delà de la France. C'est ça qui est intéressant. Mais parlons-en, par exemple, le débat sur la binationalité qui est revenu sur la table. Est-ce qu'avoir la binationalité, est-ce que vous considérez que ça pose problème et qu'il peut y avoir un soupçon de... Certains ont même parlé quand même de trahison, de double allégeance. D'une certaine manière, à travers cette double nationalité, il y a en effet un problème d'allégeance. À qui va l'allégeance de ces binationaux? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien à travers la ferveur finalement de ces Français d'origine marocaine à l'égard du Maroc que indéniablement, ils sont plus enclins à soutenir l'équipe de leur pays d'origine que l'équipe de leur pays d'accueil. Donc c'est quand même un révélateur. Si et vous avoir voulez. Un choix de cœur et un choix de raison, c'est révélateur. C'est un vrai problème. C'est un problème en ce sens qu'il y a à travers cette communauté marocaine française, qui est la première d'ailleurs en Europe, en France, manifestement un déficit d'intégration ou d'assimilation. Il y a plusieurs facteurs qui le révèlent. On le voit sur le taux d'inemployabilité qui est 2 à 3 fois plus élevé chez les personnes résidentes marocaines en France que chez les Français. On le voit dans les HLM notamment. Je dis 45% des immigrés marocains qui sont logés dans des HLM. On le voit dans les prisons. C'est la deuxième nationalité après les Algériens qui est surreprésentée en prison. Donc c'est des indicateurs, ce qui ne veut pas dire bien sûr que tous les Français d'origine marocaine ou les Marocains en France sont mais vous bien sûr que interdire la binationalité pourrait régler ce problème d'intégration, d'assimilation? Ce sont des indicateurs, voilà. Et à travers cette binationalité et à travers les données que je viens de vous exposer, on voit bien qu'il y a un déficit d'assimilation qui pose des problèmes liés à la paix civile. Vous êtes un responsable politique, au-delà du diagnostic et du constat, que faire? Parce que, à part interdire la binationalité, comment faire aimer davantage la France, si c'est bien ça le débat? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est l'enseignement de l'histoire? Que changeriez-vous? La binationalité, c'est un des domaines. C'est pas parce que demain, évidemment, que vous interdisez la binationalité que d'un coup, vous allez convertir les cœurs et les âmes à l'amour de la France. Bien sûr, c'est un, on va dire, des facteurs. Ce qui est sûr, c'est que derrière cette question de l'assimilation, il y a la question aussi de l'immigration, il y a la question du nombre et de la question du communautarisme. On y revient toujours et on ne veut pas voir cela en face. Mais là, on parle parfois de générations qui sont là depuis 3 ou 4 générations. Mais donc la question, je suis d'accord. Et on voit aussi un état d'esprit. Et ça, il y a une part de responsabilité des élites françaises ou des élites européennes en général dans le fait de se complaire dans une forme d'ethnomasochisme et de culpabilité occidentale qui donne finalement, qui prête le flanc à cette idée revancharde des anciennes colonies à l'égard de leurs anciens colons, si je puis dire. Je vous prends une déclaration qui est tout à fait symptomatique, qui est celle du président de la FIFA et qui dit au regard de ce qu'a fait l'Europe ces 3000 années passées, nous devrions passer les 3000 prochaines années à nous excuser avant de faire des leçons au Qatar. Bon voilà, dans cette déclaration, vous avez résumé publiquement l'état d'esprit européen vis-à-vis de ces nations. Donc c'est sûr que ça n'est pas de nature à apaiser le passé et à regarder ensemble vers l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas des choses non pas se reprocher, mais en tous les cas qui posent problème de l'autre côté? On pense à certaines réactions sur les réseaux sociaux, par exemple de Jordan Bardella, qui aurait, certains l'ont noté, qui n'a pas félicité certains joueurs parce qu'ils n'étaient pas, disons-le directement, de couleur blanche. Est-ce que cela aussi vous le relevez autant que vous nous relevez le reste? Alors je suis pas dans la tête de Jordan Bardella, donc je veux pas préjuger des raisons qui ont fait qu'il est tweeté de cette manière-là. Après, moi j'aime pas le contrôle non seulement le contrôle de la pensée, mais le contrôle de l'arrière-pensée. Peut-être que simplement il a des joueurs qui l'apprécient, qui considèrent s'être révélés, donc il fait un tweet dans ce sens. Donc franchement, je vais pas rentrer dans ce genre de considération. Bon, mais l'état d'esprit ce matin, c'est quand même la fierté et la joie pour les Bleus, évidemment. Évidemment, bien sûr. Et on espère qu'ils vont gagner en finale. Autre sujet, Marion Maréchal. Alors, il a gagné, et c'est une finale aussi. Il est le nouveau président des LR, Éric Ciotti. Sur le fond et les idées, il est proche de vos thèses? Alors, il y a un certain nombre de points de convergence avec Éric Ciotti, comme avec d'ailleurs Bruno Retailleau. Mais si vous voulez, au-delà de ces points de convergence, moi, malgré tout, le constat que je fais sur LR, c'est que je ne crois pas que l'histoire de la droite et l'avenir de la droite s'écrira de nouveau au sein de LR. Pour une raison simple, c'est que c'est un parti qui reste quand même écartelé entre une moitié d'adhérents qui veulent aller vers l'union des droites et une autre moitié qui veulent aller vers l'alliance avec Emmanuel Macron, que à l'issue de cette élection, finalement Éric Ciotti a fini par être soutenu par les Chiraciens comme M. Barouin, M. Jacob, et que selon moi, on va dire que la rupture nécessaire des LR avec ce qui a trahi la droite va au-delà de l'héritage Sarkozy. L'union des droites, ça n'avance pas d'un pouce. La déliquescence, elle date déjà de l'époque
l'époque Chirac. Or, le bilan Chirac, il n'a en réalité jamais été fait. Il n'a manifestement pas encore voulu être fait par une partie de cette classe dirigeante. On va conclure. Donc j'ai un peu peur qu'Éric Ciotti, malheureusement pour lui, parce que j'ai de la sympathie pour lui, finisse par être le Olivier Faure finalement du DLR, c'est-à-dire il appréciera. Vous non, tendez la main d'une drôle de manière. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que non, parce que moi je crois que chacun a des complémentarités. Encore faut-il accepter à un moment donné, une fois de plus, de travailler ensemble aux élections pour gagner. Et aujourd'hui, je n'ai pas entendu Éric Ciotti non plus tendre la main. Je le vois revenir à ses vieilles habitudes, à savoir finalement s'isoler. Et je ne suis pas sûre que ce soit dans l'isolement qu'ils trouveront une solution de sortie. Bon, l'union de droite, c'est pas encore pour demain. Merci Marion Maréchal Après-demain, d'avoir été notre invitée en tout cas ce matin. Bonne journée à vous. Merci Marion Maréchal. Merci Sonia.